Paul. Je m'appelle Paul Gogo. Troisième épisode. Je suis né à Saint-Lô en Normandie. Qu'est-ce que je m'emmerde à être à Saint-Lô alors qu'il se passe ça à l'autre bout du monde et ma copine, je crois que j'étais assez insupportable avec elle dans cette période-là en fait. Je me suis dit je m'en fous, je pars à Donetsk sans pouvoir expliquer ni comment ni pourquoi en fait. Le Donbass, c'est une région fascinante, c'est incroyable. C'est un décor de film aussi. Alors c'est peut-être moi qui vois des décors de film partout, mais c'est quand même c'est quand même une région qui vit dans un autre temps. C'est une région minière, il y a des usines métallurgiques partout, il y a des mines partout, il y a des terrils partout, avec le marteau et la faucille, enfin des trucs qui sont restés en URSS en fait. Et en même temps, c'est aussi, il y a des plaines gigantesques jaunies, avec des tournesols avec un grand ciel bleu. Mais ça fait vraiment partie de la beauté du paysage là-bas. Donc c'est des plaines et des terrils partout. Et les gens se tuent dans les mines et dans les usines. Et l'argent, il monte à Kiev ou dans les poches des oligarques, en fait. Mais l'Ukraine n'a jamais rien fait pour développer cette région. Moi, je suis arrivé complètement naïf, en touriste, à Donetsk un matin. J'avais pris un train de nuit, première fois de ma vie que je prenais un train de nuit, donc j'avais même pas pensé à prendre de l'eau et à manger. Donc j'ai passé au moins 12 heures dans le train de nuit sans eau et sans manger. Je débarque à Donetsk, j'étais jamais venu dans cette ville, je me suis paumé pour trouver mon auberge de jeunesse. Je trouve enfin l'auberge de jeunesse, je rentre. Et je vois Olia, donc, qui est devenue une très bonne pote ensuite, qui était assise à table en train de trier ses photos sur son ordinateur. Je commence à me présenter en anglais avec un accent pourri. Et elle me dit « Ah mais en fait t'es français !» Et du coup on commence à discuter, elle me propose un Twix, un Snickers. Je suis « Ouais ok, je veux bien parce que j'ai vraiment super faim. » En fait Olia c'est devenu un peu ma maman. Et moi j'ai essayé de prendre soin d'elle aussi quand on travaillait ensemble. Elle est née à Odessa, en Ukraine, en fait. Elle est mère de famille. Et en fait, Olia me fait la remarque des fois qu'elle se rappelle du premier jour donc quand on s'est rencontrés dans cette cuisine. J'étais un espèce d'adolescent, je sais pas qui, débarqué, en fait, comme ça. Et elle m'a vu changer en 2 ans, en fait. Mais je veux dire, même mon physique a changé en 2 ans, ma voix a changé en 2 ans. Et à chaque fois, pour rigoler, elle me dit « Oh, mon fils, t'es vraiment devenu un homme pendant ces 2 ans-là. » Mais je me rends compte aussi que physiquement, j'ai changé, en fait, en 2 ans. Et je me rappelle très bien de ce jour où j'ai débarqué. J'étais vraiment un étudiant, quoi, qui débarquait à Donetsk. Donetsk est une ville très particulière parce que justement cette ville a été faite par des oligarques et donc les avenues sont gigantesques, les bars et restaurants sont des bars et restaurants de luxe qui sont énormes mais vides, tout le temps vides parce que seules quelques personnes pouvaient se permettre à l'époque d'aller y manger ou y boire. Donc t'as encore des pubs Coca-Cola, des machins comme ça partout en ville. Tu te dis qu'à l'époque toute l'Europe est venue faire la fête en fait dans cette ville-là. Et sauf que cette ville est devenue grise. Et maintenant, tu as des camions militaires, des tanks qui traversent la ville régulièrement. Tu as des barricades avec des sacs de sable. Et les mecs en calache, à l'époque, ils avaient le visage complètement couvert, qu'on retrouve à tous les coins de rue. Et je sais pas, c'est une guerre en noir et blanc, en fait. Là, j'ai assisté à des manifestations très violentes. Et surtout à des choses qui m'ont vraiment marqué, c'est l'État qui perd le contrôle. Et j'ai assisté à une manifestation dans laquelle il y avait des milliers et des milliers de personnes dans le centre de Donetsk. C'est pareil, je devais être un peu naïf à l'époque, mais j'arrive un peu naïf dans cette manifestation. Il y avait plus de journalistes au début que de manifestants, parce que tout le monde était arrivé très en avance, parce qu'on se doutait quand même que ça tournerait mal. Il y avait des familles en fait, avec des enfants qui avaient des fleurs dans les cheveux, qui s'étaient peints un drapeau ukrainien sur les joues. Et donc la manif commence, on s'éloigne un peu du centre parce que je pense que les manifestants ne voulaient pas se retrouver face à face avec les pro-russes. Et on était encadrés par des anti-émeutes en fait, tout autour de nous. Et je me suis mis à l'avant de la manifestation
Et sur la gauche, sur notre gauche, sur les trottoirs, j'ai commencé à avoir des pro-russes qui venaient insulter les manifestants. Ils étaient quelques dizaines. Il y avait des gens qui avaient vraiment des armes, en fait, et qui étaient venus pour tuer de l'Ukrainien. Et là, il y a eu une explosion au milieu du cortège, en fait. J'ai mis un moment avant de comprendre ce qui se passait, mais tout le monde est parti en courant dans tous les sens. Et en fait, il y avait 100 ou 200 pro-russes qui sont arrivés avec des barres de fer, des cocktails Molotov. J'ai vu une ou deux personnes qui avaient des pistolets qu'on tirait à balles réelles dans le centre-ville. C'était des chiens. Ils ont couru comme des chiens, ils aboyaient, ils ont attrapé les enfants, les femmes, les hommes, ils les ont tabassés au milieu de la route, comme ça, tout ce qu'ils pouvaient attraper qui était ukrainien. Ils l'attrapaient et ils les tabassaient juste comme ça, c'était de la violence pure, c'était comme des chiens qui couraient derrière. Enfin, en fait, ça s'est vraiment passé comme des chiens qui couraient derrière d'autres personnes. Et les gens pensaient vraiment qu'ils étaient en train de taper sur des nazis, en fait, en tabassant des familles ukrainiennes. Et il y avait ces gens-là qui avaient juste envie de se battre, enfin, qui étaient peut-être très sensibles aussi à la propagande, qui à l'époque, il faut le dire aussi, était très violente, et cette propagande leur expliquait que les Ukrainiens étaient des nazis qui allaient venir les tuer, qui allaient venir manger leurs enfants, ça a été dit comme ça aussi, et beaucoup de gens y ont cru quand même. J'ai cette image d'une grand-mère qui avait une fourche dans la main, qui courait dans la rue en disant « je vais tuer des nazis ». Et les gens étaient en panique totale, ils couraient dans les cours d'immeubles, enfin je me suis un peu éloigné de l'avenue, et dans tous les cours d'immeubles aux alentours, les gens couraient pour chercher un refuge, ils ne savaient pas où aller. J'ai fait une photo qui m'a beaucoup marqué d'un couple qui courait main dans la main. Et ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu devant moi. Et j'ai vu vraiment la peur dans leurs yeux. Je pense qu'ils avaient vraiment peur de mourir. Et il y a eu une demi-seconde pendant lesquelles on s'est regardé en fait. Et j'ai vraiment vu la peur dans leurs yeux. Et ils sont repartis en courant et moi aussi. Moi j'ai couru pendant des dizaines de minutes, jusqu'à perdre mon souffle. Et là j'ai compris que c'était fini parce que la police protégeait plus personne. À partir du moment où il y a eu l'explosion, la police est partie en fait. Donc je raconte cette histoire un peu avec émotion parce que ça a été très violent. Je sais que tous les journalistes qui ont vécu cette manif l'ont gardé en tête. Il n'y a pas eu de mort ce jour-là, mais donc là on a compris quand même que la situation allait déraper, sérieusement déraper. Prochainement. Je crois que j'étais encore dans ma douche quand j'ai entendu les avions de chasse arriver au-dessus de l'appartement. On allait de l'autre côté de la gare, donc côté aéroport, il y avait un cadavre sur le sol. Je me suis dit, mais on va se prendre une balle, quoi. Et j'étais sûr de ça. Je m'appelle Paul Gogo, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup de cernes, je dors très mal la nuit. À suivre.